Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous accueillir une nouvelle fois sur le plateau. Caribou à Mayotte, de nouveau, j'ai envie de dire. Vous êtes peut-être aujourd'hui la femme politique qui est venue le plus souvent à Mayotte. Ce déplacement correspond à combien finalement de déplacements ? Je sais pas, ça doit être mon 4e ou mon 5e déplacement. Je viens régulièrement à Mayotte, vous savez l'affection que je porte à Mayotte, que je porte aux Mahorais. Et puis en fait l'inquiétude qui me saisit, parce qu'à chaque fois que je viens, je m'aperçois que la situation s'aggrave et que loin des grands discours que je peux entendre en métropole sur on va débloquer des moyens pour Mayotte, on va faire des modifications juridiques pour régler les problèmes de Mayotte, en réalité, je ne voudrais pas que Mayotte arrive à un point de non-retour dans le domaine de l'immigration clandestine, parce que ça reste quand même, j'ai envie de dire, le blocage initial, c'est-à-dire ce qui empêche de mettre en œuvre toute autre politique. Et je pense qu'il faut donc un électrochoc pour Mayotte, qu'on prenne vraiment les choses extrêmement sérieusement. Parce que sinon, je pense qu'un jour, il sera trop tard. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, Emmanuel Macron a promis aux Mahorais la loi Mayotte. Valérie Pécresse fait une campagne très à droite et je dirais chasse un peu sur vos terres. Vous avez, vous, ici à Mayotte, quel espace politique pour votre campagne ? Mais j'ai l'espace de l'insincérité, voyez-vous. Voilà, la sincérité. Parce qu'en réalité, tous ceux qui viennent parler d'immigration aujourd'hui sont ceux qui nous ont combattus depuis 30 ans quand nous alertions sur les conséquences de l'immigration clandestine. Mme Pécresse, elle signait il n'y a pas très longtemps encore une tribune avec Rokhaya Diallo, si vous voulez, c'est-à-dire celle qui représente l'immigrationnisme absolu, le racialisme, etc. Vous voyez, donc il n'y a pas de sincérité chez ces gens-là. Moi, il y a une grande sincérité chez moi. Je n'ai jamais caché la vérité aux Mahorais. Et j'ai toujours d'ailleurs défendu Mayotte quand j'étais en métropole, y compris à l'Assemblée nationale. Donc je viens dire aux Mahorais aujourd'hui, il faut vraiment que vous preniez conscience qu'en même temps, la situation est maintenant vraiment grave, mais vous le savez, deuxièmement, qu'on peut en faire quelque chose encore. Voilà. Je suis confronté à des gens qui sont fatalistes. Ils ont le sentiment que c'est fini, on n'y arrivera plus. On y arrivera. Il suffit d'avoir la volonté politique et de mettre les moyens pour régler le problème de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 270 000 Mahorais, dont la moitié sont des étrangers. D'accord ? C'est pas vrai. Il n'y a pas 270 000 habitants sur l'île, il y en a 450 000. Ça, c'est la réalité de ce que démontrent les études sur les importations de riz, etc., etc. Donc, 450 000 habitants, ça nécessite évidemment des moyens de santé, des moyens de justice, des moyens de police. Vous voyez bien que tout le système, en fait, est en train de s'effondrer sur lui-même du fait du poids de cette immigration clandestine. Et il n'y a pas que les problèmes de services publics, il y a aussi les problèmes environnementaux. On sait très bien que cette immigration clandestine massive, avec les cases, les favelas, sont à l'origine des problèmes environnementaux de l'île. 3/4 de la déforestation, c'est la conséquence des cases illégales qui sont construites. Mais tout ça, ça fait raviner, en fait. Et ça a une conséquence sur, par exemple, l'envasement du lagon. Toute la non-gestion des eaux usées de 450 000 personnes sur l'île. Comprenez que ça a des conséquences, évidemment, sur l'environnement. Donc, je veux dire, je veux pas dire, c'est pas obsessionnel pour moi le problème de l'immigration clandestine. C'est juste que je viens dire que à Mayotte, aujourd'hui, le problème fondamental, initial, principal, majeur, c'est celui de l'immigration clandestine. Alors il faut vraiment taper du poing sur la table. Alors justement, vous avez annoncé votre programme mardi à Paris sur l'outre-mer en réalité. Et l'une des premières annonces que vous avez faites dans le cadre de votre propos, c'était de dire fin du droit du sol. Alors, fin du droit du sol, en combien de temps à Mayotte ça pourrait se mettre en place si vous devenez présidente de la République au mois d'avril ? Tout de suite, puisque la première des choses que je ferai quand je serai élue, c'est de faire voter par l'ensemble des Français un référendum sur l'immigration. Et je vais constitutionnaliser les lois sur l'immigration. C'est-à-dire qu'elles ne seront plus des lois, elles seront dans la Constitution. Donc, suppression totale du droit du sol. Plus d'acquisition automatique de la nationalité. C'est-à-dire qu'on ne deviendra plus français parce qu'on se marie. On deviendra français si on est marié, ce sera un critère supplémentaire d'analyse de votre capacité à devenir français, mais ce ne sera plus automatique. Revenir à la pénalisation du séjour clandestin.
interdiction des régularisations. Si vous êtes clandestin, vous ne serez jamais régularisé. Et ici, ça régularise à tour de bras, hein, permettez-moi de vous dire. Hein. On donne des visas à tour de bras et on régularise à tour de bras. Ça, ce sera fini. Si vous voulez être régularisé, eh bien vous retournez chez vous. Vous faites une demande, comme tout le monde, en respectant la loi française, et on vous autorisera ou pas à venir. Voilà comment ça se passera. Suppression des aides sociales pour les clandestins, bien sûr, mais aussi pour les étrangers, s'ils n'ont pas 5 ans d'équivalent temps plein de travail en France, légal, évidemment. Priorité nationale. Priorité nationale pour les Français dans l'accès au logement social, dans l'accès à l'emploi. Expulsion, évidemment, des clandestins, mais expulsion aussi des légaux qui troublent l'ordre public. Parce que quand on vient et qu'on bénéficie de la loi de l'hospitalité, on ne commet pas de délit, on ne commet pas de crime, on ne trouble pas l'ordre public, ou alors on rentre chez soi. Et tout ça, ce sera mis en place donc immédiatement dès le vote du référendum. C'est-à-dire tous les Français auront dit, enfin une majorité de Français auront dit, oui, on est d'accord pour que ce soit comme ça que ça se passe. Alors, ici, on a aussi un stock de personnes en situation un peu particulière et parlons de ces personnes. Je pense à ces femmes qui sont comoriennes mais qui ont un titre de séjour parce qu'elles ont eu des enfants en France et donc qui ont acquis la nationalité française par la naissance. Qu'est-ce que vous faites si vous devenez président de la République avec ces personnes ? Mais encore une fois, à partir du moment où on supprime le droit du sol, les enfants qui naissent sur le territoire n'ont plus vocation à devenir français. Mais pour ceux qui sont déjà français, qui sont là... Non, ils ne sont pas français. S'ils naissent sur le territoire national, ils ont vocation à devenir français à leurs 18 ans. Mais à partir du moment où cette loi est supprimée, ils n'ont plus vocation à devenir français. Donc ces femmes devront, en l'occurrence, rentrer chez elles. Ça pose le problème de la négociation qu'on doit mettre en œuvre avec, évidemment, les Comores qui refusent de reprendre leurs nationaux, mais pas seulement, semble-t-il. Il semblerait que Madagascar également joue à ce jeu. Bon, on en parle moins, mais c'est une réalité. Donc là, il y a une action diplomatique extrêmement forte à mettre en œuvre et ça ne se fera pas en versant 150 millions à M. Azali, dont Mayotte aurait bien besoin par ailleurs en termes d'investissement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à développer sur l'île. Ça passe par vous n'aurez plus rien si vous ne reprenez pas vos clandestins. Plus un visa, y compris d'ailleurs pour les familles régnantes, entre guillemets, ou les hauts fonctionnaires, plus un centime, ni de l'aide publique au développement, ni de l'argent qui est envoyé de Mayotte vers les Comores, Western Union, etc., etc., tout ça, ce sera terminé. Croyez-moi qu'ils vont revenir à la table des négociations assez rapidement. Mais là encore, il y a autre chose, c'est que nous devons protéger notre territoire maritime. C'est-à-dire que moi, je veux dire, quand je vois que sur une plage à Mojicavo, il y a un kwassa-kwassa qui arrive, que les gardes mobiles alertés par l'hélicoptère viennent pour l'empêcher d'accoster et que des Comoriens les accueillent à coups de pierre et que ce sont les gardes mobiles qui reculent. Je veux dire, je me dis que force n'est plus à la loi. Donc, il faut que force revienne à la loi. Il faut qu'on ait des bâtiments maritimes qui permettent de détecter en amont, évidemment, les embarcations avant qu'elles atteignent Mayotte. Mais tout ça, ça nécessite de la volonté politique. C'est pas hors de proportion. Je veux dire, en Nouvelle-Calédonie, quand on envoie 2000 policiers et gendarmes du jour au lendemain pour le référendum, c'est donc qu'on a la capacité de le faire. Et la Nouvelle-Calédonie, excusez-moi, c'est pas à 3 km de Paris. Hein. Bon, donc on peut le faire. Le tout, c'est est-ce qu'on veut le faire? Moi, je veux le faire. Alors, parmi les problématiques qui sont aussi les nôtres face à l'immigration clandestine, c'est selon le recteur, hein, ils sont 4 à 5 000 dans cette situation. Ce sont tous ces enfants présents sur le territoire français, comorien, plus ou moins mineurs isolés, plus ou moins avec des référents adultes identifiés, qui sont scolarisés, qui n'ont pas le niveau scolaire, qui souvent ne parlent pas français et qui en plus maintenant posent des problèmes forts d'insécurité. Que faites-vous, Marine Le Pen, avec ces enfants si vous devenez présidente de la République au mois d'avril? Ouais, je les renvoie dans leur pays d'origine, car c'est à leur pays d'origine de les prendre en charge.
Je veux dire, chaque pays doit prendre en charge ses propres enfants. C'est pas à nous de les prendre en charge. Je veux dire, il y a quand même, d'après les éléments que j'ai, je crois, 1300 MNA. Bon, on s'aperçoit en métropole, notamment, je ne sais pas si c'est le cas à Mayotte, mais je suis absolument convaincu que si, que les mineurs isolés sont, pour l'immense majorité d'entre eux, pas mineurs et pas isolés. Bon, donc c'est une nouvelle filière d'immigration. Et là, évidemment, on ne peut qu'en vouloir énormément à Emmanuel Macron, parce qu'il a mis en place le regroupement familial pour les mineurs isolés, plus seulement pour les parents, mais aussi pour les frères et sœurs. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Dans les villages, ils envoient un mineur ou pas mineur, ou un majeur qui se dit mineur, et puis on obtient, grâce à cela, le regroupement familial de toute la famille. C'est donc une nouvelle filière d'immigration clandestine. On ne peut pas admettre cela. Et puis pardon, mais moi j'ai envie de penser aux nôtres, parce que j'ai vocation à être présidente de la République française. Voilà. Moi je veux penser aux nôtres, et en l'occurrence aux Mahorais et aux Mahoraises, et aux enfants mahorais et mahoraises, qui n'ont pas accès à une éducation au niveau auquel ils devraient avoir accès, parce que quand il y a évidemment énormément d'enfants qui ne maîtrisent pas la langue, vous pensez bien que le niveau baisse, et puis qui sont confrontés maintenant à cette insécurité endémique. C'est-à-dire que cette insécurité, elle touche plus seulement les villes, elle touche tous les villages maintenant. Il n'y a plus un village qui est protégé de l'insécurité à Mayotte. Et elle ne touche plus seulement les majeurs, les adultes, elle touche maintenant les enfants. Donc on envoie les enfants à l'école, on a peur quand on les met dans le bus, on a peur quand ils sont à l'école. Absolument. Enfin, je veux dire, les lycéens sont assassinés, comme ça a été le cas pour le jeune Mickey dont j'ai rencontré le père et le grand-père hier. Enfin, on ne peut pas laisser cette situation telle qu'elle. Il faut véritablement maintenant se rendre compte que l'on doit à la population mahoraise la sécurité qui est la première des libertés. Alors, une autre des situations vis-à-vis de l'immigration qui pose problème, quand un étranger en situation irrégulière est interpellé par les forces de l'ordre en vue d'être raccompagné à Anjouan le plus souvent, il part, mais sans ses enfants. Pourquoi ? Et si vous êtes présidente de la République, est-ce que vous allez changer ça ? Évidemment, enfin, il est hors de question de renvoyer un majeur chez lui sans ses enfants. Il est évident que les mineurs doivent accompagner leurs parents pour retourner dans leur pays d'origine. Ça me paraît être une évidence. C'est une évidence politique, c'est une évidence juridique et c'est une évidence humaine d'ailleurs. C'est une évidence même morale à mettre en œuvre. Mais je pense que, encore une fois, les instructions ne sont pas données. La volonté n'est pas clairement mise en œuvre pour régler le problème de l'immigration clandestine. Et encore une fois, je le dis, on ne réglera pas les problèmes de Mayotte si on ne règle pas ce problème-là. Ni les problèmes d'insécurité, ni les problèmes d'environnement, ni les problèmes de développement économique. Enfin, 250 millions, c'est le budget pour le département plus région, c'est le budget qui est dépensé pour la gestion de l'immigration. Vous savez combien est le budget du développement économique ? 8 millions. Donc tant qu'on en sera à cette situation-là et que l'ensemble des forces de la société mahoraise, des budgets, de l'énergie de la société mahoraise consistera en fait à gérer le problème de l'immigration clandestine, eh bien cette énergie ne sera pas dépensée, ce budget ne sera pas dépensé à gérer le développement économique de l'île. Mais ce sont des générations entières qu'on est en train de sacrifier. Je veux dire, les enfants de l'île n'auront donc pas de chance. Donc c'est quoi la perspective qu'on leur laisse ? Partir à La Réunion ou partir en métropole ? Mais c'est honteux, je veux dire, de laisser cette situation se faire. Donc je dis aux Mahorais, je veux rendre en fait Mayotte aux Mahorais. Vous voyez, j'avais dit je veux rendre leur pays aux Français. Je veux rendre Mayotte aux Mahorais parce qu'aujourd'hui, je le dis avec solennité, les Mahorais sont en train de perdre leur île. Ils perdent leur île. Voilà. Et cette situation, moi, ne me laisse pas de marbre, elle m'indigne et elle me pousse évidemment à considérer Mayotte comme une priorité absolue dans la gestion future de l'outre-mer. Dans une récente étude de l'INSEE, qui qualifie d'ailleurs la délinquance de hors norme, 48% des habitants de Mayotte déclarent ne pas se sentir en sécurité chez eux. Si vous devenez présidente de la République, comment allez-vous ramener la sécurité à Mayotte ?
Je vous l'ai dit déjà en arrêtant l'immigration clandestine, parce qu'en fait, le lien entre immigration clandestine et insécurité est direct. Voilà. Alors je sais que beaucoup n'osent pas le dire, donc je le dis pour tous, et chacun le sait, c'est l'immigration clandestine qui génère l'immense majorité des faits de délinquance. La violence sur l'île devient endémique. C'est ce que j'appelle, moi, en métropole, l'ensauvagement, c'est-à-dire la violence gratuite. On caillasse, on tue, c'est même plus, je veux dire, pour voler, mais c'est comme ça pour s'amuser. Les coups et blessures, quand même, la moyenne est 2 fois supérieure ici à la moyenne nationale. Les vols avec violence, 4 fois supérieure. Donc, je veux dire, c'est l'anarchie. C'est ce qu'on appelle l'anarchie. Je veux dire, quand la loi n'est plus respectée par personne, quand les pouvoirs publics ne sont plus capables de faire appliquer la loi, en l'espèce, c'est l'anarchie. Et c'est très grave parce que l'anarchie, ça touche d'abord les gens les plus modestes. C'est eux qui en sont les premières victimes. Ouais. Moi, je suis frappé des témoignages que j'entends de gens qui me disent à partir de 18h, je ne sors plus. Quand je traverse l'île en voiture, j'ai peur. Dès qu'il y a un ralentissement, je suis angoissé. Non, mais on ne peut pas vivre comme ça. C'est sûr. Je veux dire, on ne peut pas vivre avec la peur au ventre comme ça. J'ai envie de vous dire, Bassi Ivo, quoi. Bassi Ivo. Stop. On arrête. Et on rétablit l'ordre dans l'île. L'injustice que représente la peur de la vie quotidienne, la peur de l'espace public, est peut-être la pire, en l'occurrence, des injustices. Et surtout, encore une fois, je rappelle, c'est l'insécurité qui bloque les investissements économiques. Vous croyez sérieusement qu'un entrepreneur va venir et va dire « Ah bah tiens, je voudrais monter une industrie, une entreprise à Mayotte ?» Mais évidemment que non. Je veux dire, même les professeurs, on n'arrive pas à les garder. Les fonctionnaires, on n'arrive pas à les garder parce que vivre dans l'insécurité, ils n'ont pas envie de le faire, même s'ils touchent des primes qui sont importantes. Comprenez ? Il y a un gigantesque champ gazier dans le canal du Mozambique qui va être géré par Total. La question, c'est est-ce qu'on met la base arrière au Kenya ou est-ce qu'on la met à Mayotte ? Vous croyez que vont faire les décideurs ? Ils vont regarder la situation à Mayotte et ils vont probablement se dire, vu le niveau d'insécurité, on va peut-être ne pas mettre ce port arrière. C'est une chance économique incroyable. Ce sont des potentiels retombées économiques fantastiques. C'est la capacité pour les jeunes Mahorais de trouver des emplois dans des secteurs de haute technologie. Donc on est en train de se priver et de priver Mayotte d'un avenir qui est un avenir merveilleux parce que l'île a tous les atouts pour pouvoir se développer, pour pouvoir, je l'avais dit, c'est un diamant brut. Mais là, aujourd'hui, vraiment, il est urgent d'agir, quoi. Enfin, on n'a plus le temps maintenant. Hein. Alors, avant de revenir sur les questions économiques, parce que je voudrais qu'on y passe un petit peu de temps, puisque votre programme est assez touffu là-dessus également, une dernière question sur la sécurité, et notamment sur le volet justice, parce que la police aujourd'hui, ou les gendarmes, les forces de l'ordre, attrapent les voyous, les présentent devant la justice, mais on se rend compte qu'ils sont mineurs, et pour la justice, incarcérer un mineur est l'exception. Comment vous allez faire si vous êtes présidente de la République ? Mais vous comprenez bien qu'on pourra mettre tous les moyens du monde, si on ne coupe pas le robinet d'arrivée, on ne réglera pas les problèmes. On vide la mer avec une petite cuillère. Je veux dire, déjà, dans toute la France, on a un nombre de magistrats dérisoire par rapport au nombre de la population. Il devrait être le double. Je veux dire, on en a 9 000, on devrait en avoir 18 000. Donc face au poids, tout s'effondre. Si vous voulez, la justice ne peut pas faire face, la prison ne peut pas faire face. La police fait un travail, mais dont elle se rend compte elle-même qu'en réalité, c'est un travail qui, peu ou prou, ne sert pas à grand-chose, parce qu'ils arrêtent, et puis ça relâche, et puis ils arrêtent, et puis ça relâche, et puis ils arrêtent, et puis ça relâche. Je veux dire... on se condamne en fait à l'impuissance. Donc mettre des moyens, oui, mais on coupe, encore une fois, le robinet d'arrivée. Parce que si vous avez une fuite dans votre baignoire, la première chose que vous faites, c'est que vous coupez le robinet. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à colmater la fuite. Donc tout ça, c'est cohérent, c'est du bon sens, et je pense que chacun peut évidemment le comprendre. Mais encore une fois, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'aggravation de la violence. Voilà. Et la situation de peur qui, année après année, devient de plus en plus critique. Voilà, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. Alors justement, parlons économie.
Vous parliez de créer un grand ministère de la mer et des Outre-mer, puisque notre surface maritime française provient des Outre-mer. Nous, très concrètement, dans l'océan Indien, on a un espace maritime très important. L'Union européenne donne régulièrement, à chaque renouvellement, des autorisations de pêche à des thoniers-senneurs qui viennent littéralement ratisser les fonds marins puisqu'on n'a pas les moyens de contrôler comment s'exercent ces autorisations de pêche. De l'autre côté, les Comores et Madagascar vendent leurs autorisations de pêche dans leurs propres eaux. Ils ne sont pas plus capables de contrôler que nous l'utilisation qui est faite de ces ressources. Comment vous allez faire, si vous êtes président de la République, pour protéger dans nos eaux les ressources halieutiques qui sont les nôtres et donc l'activité économique de nos pêcheurs? Et vous avez raison, on a un domaine maritime qui fait de nous, qui pourrait faire de nous une des premières puissances mondiales. En fait, c'est complètement en jachère. On ne fait rien. Il n'y a aucun investissement. Moi, je veux faire de la mer le projet du siècle, un peu comme on a fait la conquête de l'espace, en quelque sorte. Il faut qu'on fasse la conquête économique de nos mers. Et pour ça, il faut s'appuyer sur l'outre-mer, pour lequel ce sera évidemment une manne financière, mais aussi, encore une fois, une manne d'avenir pour la jeunesse, en termes de compétences. Donc, il faut des universités des métiers de la mer. Mais la première des choses à faire, c'est arrêter de se faire piller. C'est-à-dire maîtriser notre domaine. Et pour ça, il nous faut des bâtiments maritimes, ce qu'on appelle des bâtiments maritimes de souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut que chaque outre-mer puisse avoir un bâtiment maritime, frégate, qui puisse justement patrouiller dans les eaux avec l'aide, bien sûr, de drones, avec l'aide de satellites, pour préserver nos ressources, et notamment nos ressources halieutiques. Ça veut dire contrôler les thoniers-senneurs qui pêchent dans nos eaux. Évidemment, il faut qu'on préserve, encore une fois, c'est à nous, c'est notre richesse, ça appartient au peuple français. Il faut que, avant même de donner la possibilité au peuple français de pouvoir développer économiquement ses ressources, il faut d'abord éviter que les autres viennent nous piller. Or, on ne fait rien, on laisse encore une fois tout le monde venir se servir, c'est open bar, cette situation n'est pas admissible. Donc, mais ce sont des moyens qu'il faut mettre, et des moyens militaires. Ce que font encore une fois d'autres pays qui protègent bien entendu leur zone maritime. Demain, les perspectives d'avenir avec la maîtrise de ces ressources va être considérable, pas seulement d'ailleurs les ressources maritimes telles quelles, mais les ressources sous-marines également. Vous parliez dans votre programme de remettre au goût du jour les investissements dans l'outre-mer qui ont permis d'avoir ces années un peu de prospérité, les investissements Girardin, etc. Voilà, c'est ça, vous précisiez même pas Annick Girardin dans votre programme, ça m'a fait sourire quand je l'ai lu. Comment ça va se matérialiser et ça va permettre quoi pour nous concrètement ici à Mayotte? Ça permet des investissements, bien sûr. Alors, ce que je veux éviter, c'est de tomber dans les effets d'aubaine, c'est-à-dire les effets négatifs qu'il y avait eu. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on revisiterait les dispositifs tous les 3 ans pour éviter qu'il y ait des effets d'aubaine. Mais l'intérêt, c'est qu'évidemment, à partir du moment où on met en place ces défiscalisations, eh bien, il y a de l'argent frais qui entre et il y a des investissements qui se font et il y a des entrepreneurs qui viennent et qui investissent. Car il faut, encore une fois, procéder au développement économique de l'ensemble de l'outre-mer. Donc disons que c'est je permets aux privés, en fait, et aux investisseurs d'accompagner, mais d'accompagner l'État. C'est-à-dire, il faut d'abord que l'État lui-même, stratège, ait une vision pour l'outre-mer. Les universités des métiers de la mer, la protection de notre domaine maritime, les investissements aussi structurants, économiques, qui sont nécessaires, des ports, par exemple, le port de Longoni, par exemple. Bon, vous voyez, ça, ce sont des investissements qui sont nécessaires. Mayotte pourrait être un hub de haute volée. Encore faut-il lui donner les moyens de l'être. Et ça, c'est pas du privé qui peut le faire, c'est l'État qui peut le faire, mais derrière, il faut qu'il y ait des entreprises qui puissent venir. Et je pense que la défiscalisation a fait ses preuves. Vous parliez d'infrastructure. Si vous êtes présidente, la piste longue?
Oui, pourquoi pas la piste longue, si elle est utile, et je pense qu'elle est utile, parce que permettre à des gros porteurs, sans restriction, de pouvoir se poser, parce qu'un certain nombre peuvent se poser, hein, mais voilà, il faut que ce soit, techniquement, si vous voulez, il faut que ce soit des commandants de bord qui ont des spécificités. Donc oui, pourquoi pas la piste longue, mais des infrastructures, des investissements, il y en a plein à faire. Il faut des lycées dans le Nord, si vous voulez. Les enfants sont dans des transports en commun en permanence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de lycées qui offrent assez d'options qui sont différentes. Bon, vous voyez, donc il manque 1000 classes de primaire, il manque des collèges, il manque probablement des routes. Donc c'est un ensemble, c'est une vision globale, et ça s'appelle l'aménagement du territoire. Et c'est fondamental, ça a été abandonné par l'État depuis des années. Je le défends également en métropole. Je pense que l'aménagement du territoire est un des éléments essentiels de notre richesse et de notre croissance de demain. Laisser la main libre, la main invisible du marché, si vous voulez, gérer en fait l'aménagement du territoire, on voit ce que ça donne, c'est pas performant. Alors, qui dit développement économique dit personnes qualifiées pour prendre les emplois. Les jeunes Mahorais ont un taux d'échec quand ils partent en métropole pour se former qui est bien supérieur aux autres outre-mer. Comment on fait, Marine Le Pen, pour permettre aux Mahorais d'obtenir des diplômes dont on a besoin, hein, évidemment, pour développer Mayotte, et puis surtout après, de leur donner envie de revenir vivre à Mayotte, parce que quand on est ingénieur, on a réussi ses études, on n'a pas forcément envie de revenir vivre ici dans les conditions d'insécurité, etc. Oui, bah, vous avez répondu, enfin la réponse est dans votre question. Comment on fait pour leur donner envie de revenir? Ils adorent leur île, ils y sont éminemment attachés. S'ils ne reviennent pas, c'est parce qu'il y a une insécurité majeure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc réglons le problème de l'insécurité, ils auront envie de revenir et de participer au développement de Mayotte. Ça, c'est une certitude. Deuxièmement, il faut encore une fois considérer que Mayotte doit faire l'objet d'un traitement particulier sur le plan de l'éducation, parce qu'il faut un plan, je veux dire, pour sauver l'éducation à Mayotte. Parce que tout ce dont on a parlé tout à l'heure, avec 3/4 des élèves qui arrivent en 6e sans maîtriser correctement le français, c'est sûr que ça ne vous aide pas pour faire des études supérieures. Et les bons éléments qui peuvent sortir le font au prix d'une énergie développée qui est une énergie folle. Donc ça, c'est le côté ici, il faut vraiment le doublement des moyens du CASNAV, il faut le rétablissement de classes spécifiques pour les élèves allophones, il faut accélérer les mises en chantier, les extensions de lycées, de collèges, etc. Il faut créer un statut dérogatoire de 5 ans, je pense, pour que l'Académie de Mayotte permette aux recteurs d'adapter en fait la formation aux besoins. Et puis, arriver en métropole, il faut les chouchouter. Il faut qu'ils aient une priorité d'accès à du logement étudiant, qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. Comme aujourd'hui ? Comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est là où, quand je vous dis la priorité nationale, c'est aussi au bénéfice, bien entendu, des Français d'outre-mer. Parce que avoir une priorité nationale, c'est permettre aux étudiants français d'être prioritairement logés dans les résidences étudiantes par rapport aux étudiants étrangers qui doivent venir, continuer à venir, c'est bien, hein, mais la priorité, c'est ça. La priorité aux prestations sociales, c'est ça aussi. C'est de dire, parce que vous êtes des étudiants français d'outre-mer, eh bien, vous devez être chouchoutés par la République française, parce que vous êtes les éléments de développement de demain de nos outre-mer. Parlons santé. On a une offre de soins ici à Mayotte qui est largement insuffisante pour répondre aux besoins de la population. On demande, on attend, on espère la construction d'un second hôpital. On n'arrive pas à avoir les certitudes qu'il va être construit. Si vous êtes président de la République, vous vous engagez sur ce second hôpital ? Mais moi, je m'engage à expulser les clandestins. Je veux dire, on va en construire combien d'hôpitaux? Parce que c'est ça le problème. Je veux dire, il y a un hôpital et c'est pas suffisant. Ben, c'est normal parce qu'il n'y a pas 270 000 personnes, dont peut-être 140 000 Mahorais. Peut-être 140 000 Mahorais fondamentalement. Hein, bon. Donc un hôpital pour 140 000 Mahorais, c'est probablement suffisant. À partir du moment où il y a 450 000 personnes à soigner, à la limite c'est 4 hôpitaux qu'il faudrait. Et puis après, si on continue comme ça, ce sera plus 450 000 habitants, ce sera dont 3/4 de clandestins ou d'étrangers, ce sera 600 000, 700 000, 800 000, on va aller jusqu'où? Je veux dire, donc
avant, encore une fois, de faire un point sur ce qui est nécessaire, commençons par faire en sorte que ceux qui n'ont rien à faire ici ne soient pas ici. Mais vous voyez, je leur en veux même pas. Je veux dire, que les choses soient claires. Moi, j'en veux pas aux immigrés et aux immigrés clandestins. Moi, je comprends que ce soit probablement plus sympathique de vivre à Mayotte que de vivre aux Comores. Voilà. Donc, je comprends qu'ils cherchent une vie meilleure. J'en veux à nos dirigeants politiques, parce que c'est eux qui les font venir. C'est eux qui les laissent être dans cette situation. Moi, quand j'entends le préfet parler, dire que, après tout, les métiers informels, c'est bien. Ça pose pas de problème, les métiers informels. Donc en fait, c'est du travail clandestin, quoi. Comment voulez-vous qu'on fasse respecter la loi quand le préfet lui-même dit que le travail clandestin, ben, somme toute, on peut en avoir besoin quand on délivre les visas à tour de bras, quand on régularise à tour de bras. L'État ne joue pas son rôle. Donc, bien sûr, il faut là aussi réserver, si vous voulez, l'offre de soins à ceux qui ont cotisé pour pouvoir obtenir cette offre de soins. Ça paraît du bon sens, mais ça n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, je veux dire, 10 000 naissances, quoi. 10 000 naissances. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente ? Oui, oui. Bah oui, bien sûr, vous vous en rendez compte. Mais manifestement, ceux qui nous dirigent ne s'en rendent pas compte. Moi, je m'en rends compte. Et c'est la raison pour laquelle, demain, quand je serai présidente de la République, j'attacherai encore une fois une attention particulière à la situation de Mayotte, parce que je pense que il est urgent d'agir. Je ne voudrais pas qu'on laisse la situation se dégrader et qu'un jour, un président Macron ou une présidente Pécresse disent « Ah ben maintenant c'est trop tard, on peut plus faire marche arrière, on a atteint le point de non-retour avec Mayotte, on laisse tomber. » Parce que je les soupçonne d'être capables de faire ça. Avec moi, ça n'arrivera jamais. Il y a un autre problème, Marine Le Pen, que nous rencontrons tous les jours et qui est au quotidien assez insoutenable. C'est l'absence d'eau au robinet 2 fois par semaine. 450 000 personnes qui utilisent de l'eau. Non mais qu'est-ce que vous... Je vous dis depuis le début de l'émission, en réalité, le problème de la pression migratoire massive a des conséquences sur toute votre vie quotidienne. Et c'est comme ça, voilà, et c'est un fait. Le fait, c'est qu'on tire de l'eau, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, c'est qu'il y a des gens qui payent l'eau, puis il y a des gens qui ne les payent pas, parce que des branchements illégaux, mais c'est vrai pour l'électricité aussi, et donc, on finit par manquer d'eau. Bah oui, parce que le système d'eau n'est pas conçu pour 450 000 personnes. Et je ne parle pas de ceux des élus qui sont allés taper dans la caisse, etc., et qu'il faudrait sanctionner extrêmement durement. Je vous parle à un moment donné des capacités, des infrastructures qui sont faites pour un certain nombre d'habitants et qui ne sont pas faites pour gérer le double d'habitants. Surtout quand, encore une fois, on ne respecte pas les règles qui sont celles qui sont imposées, en l'occurrence aux Mahorais. Donc coupure d'eau en permanence, manque d'eau, pas d'assainissement d'eau. Là aussi, dans le domaine de l'environnement, il y a des infrastructures vraiment urgentes à mettre en œuvre, un incinérateur de déchets, parce que, je veux dire, quand je dis il faut rendre Mayotte aux Mahorais, c'est aussi il faut que l'île soit préservée. Il faut que l'environnement de l'île soit préservé. Si vous voulez, si demain le lagon est complètement dénaturé, complètement saccagé, tout le potentiel touristique de l'île, mais aussi le potentiel économique, la pêche, etc., en sera affecté. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un double phénomène qu'il faut mettre en œuvre, faire les investissements nécessaires pour Mayotte et dans le même temps faire preuve d'une fermeté absolument totale pour régler ce problème de l'immigration clandestine étouffante. Si vous êtes élu, est-ce que les retraités futurs, c'est-à-dire les gens qui cotisent aujourd'hui, qui travaillent et qui cotisent, mais qui cotisent à Mayotte, est-ce qu'ils auront une retraite équivalente aux Français de métropole, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Il m'apparaît quand même que la moindre des choses dans la République française, c'est qu'à même cotisation, à même annuité, il y ait une retraite qui soit similaire. C'est même inscrit dans la Constitution, si je puis me permettre. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait
un traitement qui soit un traitement égal, à cotisation égale et un nombre d'annuités égales. Vous savez que moi je suis pour 40 annuités et pouvoir partir à la retraite à 60 ans quand on a 40 annuités. Je vois que j'ai des adversaires qui font un concours 63, 64, 65 même ans. Mais ça, il y a des gens qui prendront jamais leur retraite parce que ça, c'est des retraites du coup à 70 ans en fait. Parce qu'on n'a on n'obtient pas 40 annuités. C'est très rare d'obtenir 40 annuités d'avoir commencé à travailler à 18 ans. Vous voyez, donc j'essaye de faire en sorte de mettre en place un système social qui soit un système juste où les jeunes aussi sont avantagés. Je veux que les moins de 30 ans ne payent pas d'impôt sur le revenu, par exemple, soient exonérés d'impôt sur le revenu. Je veux que les jeunes créateurs d'entreprises de moins de 30 ans soient exonérés d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans. Moi, je crois beaucoup à la jeunesse. Je pense qu'il faut s'appuyer sur elle. Je suis pour la gratuité, par exemple, dans les trains pour les 18-25 ans. Alors, pour Mayotte, ça ne se justifie pas, mais quand les jeunes Mahorais iront en métropole, ils pourront ainsi voyager gratuitement jusqu'à leurs 25 ans. Donc je pense qu'il y a un effort vraiment important à faire à l'égard des jeunes. Et puis je suis surtout pour la baisse du prix de la TVA sur l'énergie. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire la TVA passerait de 20 à 5,5%. C'est quand même 12 milliards que je rends aux Français. Et ça concerne l'électricité, le gaz, le fuel et le carburant, qui évidemment pèse aujourd'hui très lourdement sur les ménages. Marine Le Pen, si vous êtes présidente de la République, vous serez toujours aussi sympa et vous viendrez toujours aussi souvent sur notre plateau? Oui, j'ai jamais changé, vous savez, c'est ce que disent les gens qui sont autour de moi. Donc je resterai ce que je suis, parce que fondamentalement, je ne sais pas faire autrement, en fait. Et je continuerai bien sûr à venir sur votre plateau, parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous de la situation de cette île que j'aime tant. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation dans votre séjour, parce que vous êtes encore là 2 jours. Merci, j'espère que les gens viendront. Voilà. Je fais un meeting demain à 14h, place de la République, à Mamoudzou. Donc ils peuvent venir écouter mon projet pour Mayotte. À bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Nous, c'est la fin de ce CQFD. À très bientôt.